INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Donner comme signal au monde entier qu'en France, on peut frauder nos frontières et que ça débouchera sur une régularisation, ça veut dire qu'on renonce à maîtriser l'immigration illégale. C'était il y a un an, le 6 novembre 2023. Bruno Retailleau, alors président du groupe LR au Sénat, fustigeait le projet de loi immigration présenté par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un an plus tard, le voilà ministre de l'Intérieur à son tour, et bien décidé cette fois à faire appliquer ses idées en matière d'immigration. Et pour ça, Bruno Retailleau veut, une nouvelle loi pour 2025. Oui, à peine un an après celle de Gérald Darmanin, votée en décembre 2023. Une nouvelle loi immigration, rien de bien original, me direz-vous. C'est simple, ce sera la 30e depuis 1980. Une nouvelle loi donc, mais pourquoi faire ? Quel en sera son contenu ? Et pourquoi autant de lois immigration en l'espace de 45 ans ? Avec nous pour en parler, Thibaut Fleury-Graff, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit international à Assas, spécialiste des questions de migration et d'asile. Concrètement, vous enseignez quoi ? Vos étudiants, ils se destinent à quoi ? Alors j'enseigne principalement le droit international public et le droit international des migrations. Et mes étudiants se destinent à des carrières soit dans les institutions internationales, soit des carrières d'avocats ou des carrières même dans l'administration française qui s'occupent de ces questions de migration. Parfait. Hâte d'avoir vos éclairages, mais d'abord on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive, et puis on vous retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. 30 lois, si ce n'est plus, en l'espace de 45 ans. Vous l'avez compris, les lois immigration en France, c'est un vieux serpent de mer, installé dans le débat public depuis le début des années 80. Explication sur Antenne 2, écoutez, on est en 1981. La grande immigration a débuté en France en 1956. 135 000 étrangers entraient sur le territoire chaque année. Ils étaient alors les bienvenus, acceptant les postes et les salaires dont les Français ne voulaient pas. Aujourd'hui, le chômage se développe, alors on regarde les travailleurs étrangers d'un œil différent. On parle d'eux en quota, en taux de pourcentage, en seuil de tolérance. Effectivement, à partir du milieu des années 70, avec les crises économiques, le chômage de masse revient. Les règles d'entrée sur le territoire se durcissent, notamment concernant l'immigration clandestine. Dès 1980, l'entrée ou le séjour irrégulier en France deviennent un motif d'expulsion. La loi autorise la reconduction à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ainsi que la rétention administrative. Le délai maximum de rétention est alors de 7 jours. 6 ans plus tard, le ministre de l'Intérieur, de droite, s'appelle Charles Pasqua et il prend le sujet à bras-le-corps. La situation créée en France par la présence d'une forte population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler. On est en 1986, nouvelle loi et nouvelle méthode, comme l'expulsion collective d'immigrés en situation irrégulière par avion charter, et à l'époque, ça fait grand bruit. Madame, monsieur, bonsoir. C'est la première fois qu'une expulsion prend une telle ampleur en France. 101 Maliens ont été renvoyés hier dans leur pays par un vol spécial. Ils sont arrivés quelques heures plus tard à Bamako. C'est une nouvelle application massive, cette fois, de la loi promulguée le 9 septembre dernier et qui permet l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. La lutte contre l'immigration clandestine, un précaré de la droite ? Que nenni. Chez les responsables politiques socialistes, on observe aussi un changement de discours. Il y a d'abord cette petite phrase du Premier ministre Michel Rocard « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et puis, il y a de nouvelles lois. En 1991, le gouvernement de gauche serre la vis sur le travail clandestin. Les demandeurs d'asile n'ont par exemple plus le droit automatique de travailler en France pendant l'instruction de leur demande. En 1993, une deuxième loi Pasqua vient encore durcir le ton.
Les étrangers en situation irrégulière ne peuvent plus bénéficier de la sécurité sociale comme les Français, ce qui conduira quelques années après à la création de l'AME, l'aide médicale d'État, une aide destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière. Côté association de défense des personnes immigrées, on crie au scandale. Je trouve que c'est honteux la manière dont la France se conduit, et scandaleux. Et qu'il faut qu'on arrête de raconter qu'on est le pays des droits de l'homme et tout le reste. Il faut qu'on arrête de se gargariser avec des phrases comme ça quand on n'est rien de tout ça. Et il faut que ça finisse. Et ensuite, ensuite c'est assez simple. À peu près tous les ministres de l'Intérieur vont vouloir laisser leur empreinte sur le sujet immigration. Parmi lesquels Jean-Louis Debré en 1997. Que vous accueillez chez vous des gens qui ne sont pas invités. Et lorsqu'ils s'installent et qu'ils se mettent à ouvrir votre frigidaire, est-ce que vous n'avez pas qu'une envie, c'est qu'ils s'en aillent? La confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière est désormais autorisée, de même que la mémorisation des empreintes digitales des étrangers qui demandent un titre de séjour. Il y a aussi Nicolas Sarkozy. Et je vous annonce qu'au début du mois d'avril, le gouvernement français organisera avec le gouvernement socialiste anglais un vol groupé de retour des Afghans en Afghanistan. Et c'est dorénavant toutes les semaines que des vols de ce type seront engagés. En 2003, la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière est allongée. Les conditions d'obtention des titres de séjour sont durcies. En 2006 est créée la fameuse OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, une mesure administrative pouvant être prise par les préfectures afin d'expulser du territoire français un étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. En 2018, c'est au tour de Gérard Collomb. Gérard Collomb a présenté aujourd'hui la première mouture de son texte sur l'asile et l'immigration, et pour les associations d'aide aux migrants, c'est la fermeté qui domine. Ainsi, la durée maximale de rétention sans jugement, donc des étrangers en situation irrégulière, va être allongée. Les demandes d'asile, elles, seront traitées plus rapidement, c'est un engagement, mais en cas de refus, le délai de recours des déboutés du droit d'asile sera raccourci, à la clé, des expulsions plus nombreuses et plus rapides. Et enfin, en 2023, Gérald Darmanin. D'abord, ce texte, c'est la fermeté. Fermeté qui est soutenue par les Français. Tous les sondages montrent que ce projet de loi, il est plébiscité par les Français. Fermeté contre les étrangers délinquants. Fermeté contre l'immigration irrégulière. Ce texte, c'est la fermeté. Nous trouverons au Parlement une voie de passage pour le faire adopter. Le texte sera bien adopté par le Parlement en décembre 2023. Retour à aujourd'hui. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'on a entendu, veut donc une nouvelle loi immigration pour 2025. Encore une, soit. Mais pourquoi ? Que contient son projet de loi ? Pourquoi faire une énième loi ? Que se passe-t-il avec les lois immigration en France ? On en parle avec vous, Thibaut Fleury-Graff. Déjà, peut-être en préambule, il vous inspire quoi, ce récit qu'on vient d'entendre ? Deux réactions. Une réaction peut-être d'abord d'un point de vue un peu juridique, la souveraineté de l'État en la matière. L'État est libre d'adopter les lois qu'il souhaite pour contrôler l'entrée sur le territoire, le séjour sur le territoire, le départ du territoire. Peu de règles de droit international qui viennent encadrer ce pouvoir-là, même s'il y en a évidemment. Et puis une réaction peut-être d'un point de vue plus politique, qui est que l'adoption d'une loi sur l'immigration est un marqueur politique. On l'a vu dans les extraits sonores. Chaque ministre de l'Intérieur a voulu sa loi. Et ça pour des raisons qui sont assez faciles à identifier. C'est que et c'est peut-être la principale, les étrangers ne votent pas. Donc ça ne coûte pas grand-chose d'adopter des lois sur l'immigration et sur les étrangers, puisque ce ne sont pas des électeurs que l'on perd si on va vers plus de fermeté. On l'a dit, ce sera la 30e, la 31e, la 32e, on ne sait même plus combien de lois immigration depuis 1980. Qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi autant de lois malgré tout ? Parce que j'entends effectivement, c'est un marqueur politique, mais 30 lois, ça fait quand même beaucoup, non ? Ça fait beaucoup trop, tout le monde le dit, même le Conseil d'État, vous avez mentionné la loi Collomb en 2018, dans son avis sur ce projet de loi, va déclarer qu'il faudrait peut-être attendre que l'encre des décrets sèche avant d'adopter de nouvelles lois. Donc c'est un constat généralement partagé. Manifestement, il y a un manque de courage politique qui devrait consister à dire qu'il faut attendre que les lois produisent leurs effets,
qu'il n'est pas temps d'adopter déjà de nouvelles lois, mais ça, depuis les années 80, on pourrait avancer cet argument, et qu'il y a d'autres problématiques à mettre en avant. Mais là, on retombe sur ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que une loi sur l'immigration, c'est assez facile à faire. Encore une fois, l'État est souverain, donc il y a peu de contraintes internationales qui s'appliquent, et beaucoup considèrent que c'est un marqueur politique important, un signe vers leur électorat, sans pour autant décevoir des électeurs potentiels. On a entendu les alternances droite-gauche. Est-ce que les différents ministres de l'Intérieur ou les différents gouvernements ont passé leur temps aussi à faire et défaire ce qu'avaient fait les gouvernements précédents en la matière ? Alors, c'est vrai que, on insiste souvent sur l'aspect restrictif de ces nouvelles lois. Beaucoup de lois ont aussi apporté des aspects positifs, notamment d'ailleurs sur les questions de droit de l'asile, où il y a eu des évolutions plutôt favorables, y compris au niveau du droit de l'Union européenne. Les lois, généralement, ont visé pas tant à défaire qu'à compléter les dispositifs adoptés précédemment. L'exemple de la rétention, c'est un bon exemple. Chaque loi est venue apporter un délai nouveau, sans véritablement d'effet, puisque si depuis 30 ans on augmente le temps de rétention, c'est peut-être que le problème n'est pas là. Oui, parce qu'on était à 7 jours en 1980, on est à combien aujourd'hui ? On est à 90 et le projet, semble-t-il, serait de le porter à 180. Oui, effectivement, grosse augmentation en l'espace de 45 ans. Toutes ces lois votées, est-ce que c'est aussi un petit peu le constat d'une certaine impuissance à gérer le phénomène de l'immigration clandestine ? Non, je pense qu'il faut voir les choses à l'envers. Ça laisse penser qu'il y a une impuissance, ça laisse penser qu'il y a une immigration clandestine qui serait absolument ingérable et qu'il faudrait toujours être plus restrictif. Tous les éléments montrent que la France n'est pas plus concernée que les autres pays par l'immigration clandestine, qui est par ailleurs extrêmement difficile à dénombrer, donc c'est la première difficulté. Il y a des pays avec lesquels c'est sans commune mesure par rapport à la France. Si on pense au Liban, si on pense à la Jordanie, si on pense à la Turquie, on est sur des proportions de migration qui sont vraiment très différentes de ce que connaît la France. Mais en revanche, ces lois laissent penser qu'il y aurait une immigration clandestine absolument démesurée, ce qui n'est pas le cas, très clairement. Oui, vous avez évoqué des chiffres. On n'en a pas sur l'immigration clandestine ? Les chiffres sur l'immigration clandestine qui peuvent circuler parfois sont vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est l'Organisation internationale pour les migrations qui le dit dans chacun de ses rapports annuels, qui ne donne pas de chiffres, précisément pour cette raison-là. Parce que par définition, qui dit immigration clandestine dit personnes qui ne sont pas enregistrées. Donc savoir qui est passé de manière régulière par la frontière, qui est encore sur le territoire, qui n'est pas parti vers un autre État de l'Union européenne, c'est très très difficile à comptabiliser. En tout cas, c'est un sujet qui semble politiquement incontournable aujourd'hui. On le voit dans les sondages, il préoccupe les Français. Sondage ELAB d'octobre, 76% des Français se disent favorables à une nouvelle loi immigration. 7 Français sur 10 considèrent que la politique migratoire de la France est trop laxiste. Si vous interrogez, et j'ai eu l'occasion de le faire, des personnes qui ne s'intéressent pas particulièrement à la question des migrations, qui s'informent notamment par le biais des chaînes d'information en continu, en effet, elles vont avoir ce sentiment-là, parce que c'est ce sentiment-là qui est dans le débat public. Prenons un exemple récent, le meurtre de cette jeune femme philippine dans le bois de Vincennes, je crois. Ouais, de Bois de Boulogne, on va y revenir. Il y a quelques temps. On a là un fait de droit commun, une violence faite évidemment contre une femme, et le débat public va porter quasi uniquement sur la qualité d'étranger de son auteur, qui n'a absolument rien à voir avec ces faits. Enfin, si les étrangers commettaient des crimes parce qu'ils sont étrangers, tout Français à l'étranger serait un criminel en puissance. Et Roissy serait le pire endroit du monde parce que c'est un endroit qui fourmille d'étrangers. Donc évidemment que ça n'a rien à voir avec cette question-là. Mais le débat public est entièrement porté sur ce type d'aspect. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les sondages sans aucune surprise. Si on allait interroger ces personnes sur les mesures qui ont été prises en 2024 et sur les mesures qu'ils attendent en 2025, je suis pas certain qu'on aurait des réponses très très concrètes. On arrive à ce projet de loi pour 2025 du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Alors concrètement, Thibault Fleury-Graff, il y a quoi dans ce futur texte ou ce projet de texte voulu par le ministre de l'Intérieur ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors,
Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de projets qui ont été déposés formellement avec un contenu qu'on pourrait identifier. En revanche, on a un certain nombre de déclarations qui peuvent permettre de deviner. Il y a manifestement une volonté de reprendre un certain nombre de mesures qui avaient été censurées dans le projet 2024, sur les questions d'accès aux soins, par exemple, sur des questions de regroupement familial, pour prendre un autre exemple. Donc sur l'accès aux soins, c'est l'aide médicale d'État. C'est ça. Qu'on supprimerait, c'est ça ? C'est ça. C'est apparemment une des idées. Et puis l'augmentation du délai de rétention, ça c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. x2 du coup. x2. C'est les deux mesures principales dont on a entendu parler. Il y a un autre aspect dont on a moins entendu parler et qui, pour le coup, lui, justifie vraiment une loi. C'est le seul qui justifie l'adoption d'une nouvelle loi. Ça aurait dû être intégré en 2024, ça l'a pas été. C'est la réforme européenne. En mai dernier a été adopté un ensemble de textes européens sur la question de l'asile et des migrations. Et ça, évidemment, la France va devoir adapter son droit à ce nouveau pacte asile et migration européen, puisque c'est son nom. Donc là, à coup sûr, il faut une loi. Ça, c'est certain. Alors, ça peut être des mesures très techniques. C'est pas forcément très porteur dans le débat public. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'une nouvelle loi a été annoncée. Parce que ça n'a pas été intégré en 2024. Ça aurait dû l'être, ça l'a pas été. Et puis, sinon, évidemment, et on en revient à ce qu'on disait en commençant, il y a la logique politique. On comprend bien que dans la situation actuelle, avec les questions de majorité au Parlement et le gouvernement, annoncer une loi sur l'immigration peut permettre d'obtenir quelques voix à l'Assemblée qui peuvent être utiles, par exemple, quand on a besoin de faire passer un budget. J'entends. Je reviens sur les premiers points que vous avez cités de la loi ou du projet de loi ou du futur projet de loi du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Sur ces propositions-là, donc par exemple la suppression de l'AME pour une aide médicale d'urgence, multiplier par 2 le délai de rétention administrative, sur ces propositions-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de censure du Conseil constitutionnel ? Vous l'avez cité l'année dernière, en 2024, c'est ce qui s'était passé après le vote de la loi Darmanin en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré plusieurs mesures et dispositions. Par exemple, depuis 2012, l'entrée illégale sur le territoire n'est plus passible de prison. La loi Darmanin voulait rétablir ce délit pénal, mais ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Alors je ne sais pas si, en l'occurrence, cette mesure pourrait revenir, mais sur d'autres propositions qui ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel, pourquoi est-ce que on pourrait les faire passer cette fois ? Il y a eu deux types de censure du Conseil constitutionnel. Il y a eu assez peu de censure sur le fond, c'est-à-dire de points de la loi que le Conseil constitutionnel aurait considéré contraire à la Constitution française pour des raisons de fond. Ça viole le droit à la vie privée et familiale, ça viole la liberté de circulation, que sais-je. Il y a eu beaucoup de censures sur des questions procédurales. Par conséquent, ces censures-là, qui ont été vraiment les plus nombreuses, la plupart des censures sont intervenues sur cette question de procédure, ces censures pourraient être contournées si cette fois on respecte cette procédure-là. Et donc là, le risque de censure constitutionnelle est moins grand dans ce cas-là. J'aimerais qu'on écoute une archive, Thibault Fleury-Graff. C'était le 18 octobre 2022. Écoutez. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Vous avez reconnu Marine Le Pen, c'était à l'Assemblée nationale. Elle s'exprimait sur le meurtre de la jeune Lola, retrouvée morte quelques jours plus tôt dans une valise à Paris, assassinée par une femme sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Cette polémique, elle n'est pas nouvelle et revient régulièrement dans le débat public. On l'a dit notamment avec l'affaire Philippine, plus récemment retrouvée morte dans le bois de Boulogne. Bref, au rythme des faits divers impliquant des personnes sous OQTF. Et c'est vrai que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, ne sont que peu appliquées dans les faits. On parle de 7% d'exécution des OQTF. C'est un des points centraux de ce débat, Thibault Fleury-Graff, de voter aussi une énième loi immigration. Ça revient systématiquement dans le débat ces dernières années, l'exécution des OQTF. Chaque loi génère le même type de commentaires par les observateurs de ces questions-là. C'est que, d'une part, plus on adopte d'OQTF, plus on aura un taux d'exécution qui sera faible,
parce qu'on sait très bien qu'on les exécute peu, pour des raisons que je vais donner dans un instant. Mais si on compare aux États européens, aux autres États membres de l'UE, beaucoup ont des taux qui sont beaucoup plus satisfaisants d'exécution, mais parce qu'ils en prennent moins. C'est-à-dire qu'ils n'en prennent pas quand ils savent qu'ils ne pourront pas exécuter. Alors que la France prend des OQTF et ensuite elle se dit, tiens, est-ce qu'on va pouvoir exécuter cette OQTF ? Or, bien souvent, non. Bien souvent, non. Pourquoi ? Parce que et il y a un rapport de la Cour des comptes qui avait un peu fait parler de lui, parce qu'il est paru en début janvier 2024 et on a accusé la Cour des comptes de ne pas l'avoir diffusé avant alors qu'il était prêt pour pas interférer dans le débat. Bref. En tous les cas, ce rapport a un certain nombre de passages sur la non-exécution des OQTF. Beaucoup de raisons sont des raisons administratives, effectifs insuffisants dans les préfectures, manque de coordination entre les administrations, matériel informatique obsolète dans les administrations françaises. Voilà, donc ça mérite peut-être d'être souligné quand on parle de réduction de budget. Et puis, autre aspect, le problème de la délivrance de laissez-passer consulaires. Beaucoup de personnes qui sont sous OQTF n'ont pas de documents d'identité, n'ont pas de passeport, elles les ont perdus, elles ne sont pas parties avec, puisqu'elles ne peuvent pas venir par la voie régulière, donc ça suppose que vous n'avez pas besoin de passeport ou que vous les faites voler par les passeurs. Donc il faut savoir où on renvoie ces personnes, et pour pouvoir les faire admettre sur le territoire d'un État tiers, il faut naturellement que cet État l'accepte. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un vers un État sans qu'il l'accepte. Ça prend la forme d'un laissez-passer consulaire que l'État d'origine doit délivrer pour que le ressortissant puisse revenir. Et ça prend beaucoup de temps, et ça donne lieu à un jeu diplomatique entre les États d'origine et la France. Tu veux des laissez-passer consulaires ? Donne-moi des visas. Et donc là, on a évidemment des négociations qui sont longues. C'est un moyen de pression pour les États d'origine. On peut adopter autant de lois qu'on veut, ça changera strictement rien. Vous avez des exemples d'États d'origine avec qui c'est compliqué, justement, ces échanges de documents ? On sait très bien, par exemple, que ça peut être le cas avec l'Algérie ou le Maroc, mais c'est vrai aussi quand vous avez des situations qui sont tout simplement beaucoup plus compliquées. Prenons le cas de l'Afghanistan, où la France n'a pas de lien diplomatique avec le gouvernement taliban. Vous ne pouvez tout simplement pas obtenir de laissez-passer consulaire si vous n'avez pas de relation diplomatique avec l'État d'origine. Dès que vous avez une situation qui est troublée, Afghanistan, Soudan, etc., on va être dans ce type de difficulté. Et en ce cas, impossible de renvoyer un ressortissant étranger dans son pays d'origine sans ce document. Absolument. Et qu'on comprenne bien, juste une précision, lorsqu'on est sous OQTF, on n'a pas forcément, c'est important de le préciser, on n'a pas forcément commis un délit en France ou un crime. Absolument pas. Il faut distinguer les questions d'éloignement du territoire, ça c'est les OQTF, et les questions d'expulsion. Ça prend la forme d'un arrêté d'expulsion qui concerne, pour ce dernier cas, les personnes en situation régulière qui ont commis justement certains crimes, certains délits. L'OQTF, c'est simplement que vous n'avez pas le droit d'être en France, vous n'avez pas de titre de séjour en cours de validité, donc vous devez être éloigné. Est-ce que le projet de loi de Bruno Retailleau pourrait changer concrètement les choses sur ce point de mieux faire appliquer les OQTF ? Probablement pas, parce que ça fait des années que les lois tentent, notamment la mesure phare en général qui est mise en avant ici, c'est l'allongement de la rétention. L'idée étant de garder la personne sous la main de l'administration le temps qu'on obtienne le laissez-passer consulaire, avec cette idée que plus on va étendre la période, plus il sera facile d'avoir le laissez-passer et donc d'éloigner la personne, puisqu'on l'aura sous la main et ce ne sera pas la peine d'aller la rechercher sur le territoire. Ça peut être une mesure efficace, mais si on considère, comme je l'ai dit avant, que l'une des grandes difficultés du laissez-passer consulaire, c'est le jeu diplomatique avec les États d'origine, au lieu d'attendre 90 jours, ils attendront 180 jours. Ça changera pas le problème de fond. Des difficultés qui dépassent le champ politique. On est sur du droit international, on est sur des relations internationales plus que sur du champ politique. Si on résume le contenu de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle loi immigration, Thibault Fleury-Graff, donc je retiens la suppression ou la fin de l'aide médicale d'État pour peut-être une aide médicale d'urgence. Quoi d'autre ? L'allongement de la durée de rétention, ça c'est, je pense, une mesure qui ne sera pas très compliquée à faire passer, d'autant plus qu'elle reste dans la limite de ce qu'accepte le droit de l'Union européenne. C'est justement 180 jours. La France n'a jamais transposé à son maximum cette directive. Ce serait le cas en l'espèce. Et ensuite, beaucoup de mesures techniques, comme je le disais, d'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne. Pour le reste, pour des mesures qui seraient plus politiques, on peut songer à des conditions spécifiques sur l'obtention de certains titres de séjour, etc. Mais là, il faudrait vraiment voir le texte pour le comprendre, d'autant plus que
texte de 2024 étant si récent, on voit mal quand même quelle grande mesure qui aurait vraiment une grande ampleur pourrait être adoptée. Oui, et d'autant qu'il y aura évidemment un droit de regard du Conseil constitutionnel pour censurer ou non certaines dispositions. Merci infiniment Thibault Fleury-Grave d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à Assas, spécialiste des questions de migration et d'asile. Alors faut-il une nouvelle loi immigration ? À quoi pourrait-elle ressembler ? On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes, j'espère, en main pour vous faire votre propre avis sur la question. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.